Je vais je vais parler un peu brièvement un français et après un portugais. Euh, je vais faire une petite présentation de la recherche et sur le thème du colloque d'aujourd'hui. Et après, je vais passer la parole à Chris et Younes euh, pour faire sa conférence. Esse colóquio é o último colóquio, uma série de quatro, sobre uma pesquisa chamada Habiter en devenir, autre demeure. Ce colloque est le dernier colloque Essa pesquisa teve d'un início em groupe de quatre à 2021, propos de cette recherche, Habiter en devenir, autre começou demeure, em São Paulo qui a e depois, commencé et durante os eventos do pendant PROEX, les événements du PROEX. eh, eu sou professor do programa de Je suis pós-graduação professeur da du DECAM, programme da de Universidade Mackenzie, postgrad de e la faculté durante esses dois d'architecture de anos l'université Mackenzie. foi montada uma Et equipe grande pendant ces com 2 cinco années, professores une grande équipe aqui a do Brasil, été de outras instituições, organisée avec des da Universidade professeurs du Mackenzie, da Brésil et Pontifícia de quelques da institutions Universidade telles que Federal do l'Université Rio de Grande do Sul Mackenzie, e de l'Université de também São Paulo et com celle a de Rio Grande do participação Sul, da Cris, avec la que participation de é Chris, presidente qui est honorária do présidente Laboratório honoraire Gerfo, du laboratoire onde Gerfo. eu sou Et, pesquisador et, associado, et c'est e dans ce também laboratoire a que participação de professor j'interviens en tant que chercheur da associé. Et École de Val de Seine, École d'Architecture Val de Seine, que é Richard Escoffier. E hoje aujourd'hui, nós vamos ter uma apresentação nous que, allons em avoir princípio, seriam quatro une conferencistas, conférence. porém, En a principe, Fabienne nous aurions teve quatre um problema conférenciers. pessoal Cependant, e não vai poder Fabienne participar, infelizmente. ne va pas Mas ela vai pouvoir se inspirar numa outra participer apresentação. malheureusement, étant Nós donné teremos, quelques então, problèmes a conferência da personnels. professora Alors Cris nous aurons Younes, la conférence de la depois professeure uma Chris sequência de Younes, questões. Eu vou fazer ensuite uma abertura une séance do colóquio. de E na parte questions da et tarde, duas réponses. conferências, Et uma l'après-midi, nous do aurons deux professor Luc conférences, l'une du professeur Guedzinski, Luc que é professor da École nationale Gwiazinski, qui est d'architecture de professeur Toulouse, de l'École e nationale termina com d'architecture de uma Toulouse. conferência minha sobre o Et tema. ensuite, ma E para conférence. vocês, ao final do colóquio, Et à la terá um fin du curta-metragem colloque, sobre nous a allons pesquisa, vous essa pesquisa da présenter Habiter un en Devenir. court-métrage Essa pesquisa foram qui estudados parle ou quatro qui montre casos cette recherche, isolados Habiter en devenir. e esses Et vous allez quatro voir casos, 5 cas, ou a 5 partir de uma exemples ocupação d'espace, soit intrusível, à partir ou a d'une partir occupation de uma intrusive, soit transformação à partir d'une inspirada pelo Estado, né, transformation coordenada pelo euh, Estado francês, como é o caso dessa dirigée par quatro. l'État E français, são quatro lugares comme c'est le cas de em 5-4. que Et a il s'agit de construção da 4 coletividade endroits, 4 lieux ela où la forma, construction de la dá o tom collectivité donne no le processo ton de et apropriação e dans un ocupação dessas processus unidades. d'appropriation et Nós falamos em d'occupation julho de aqui ces em São espaces. Nous Paulo, avons l'occupation 9 de julho a Casa ici Rosa, à São no Rio Paulo, Grande do Sul, la Casa Rosa, Maison Rose, au em Rio Grande Paris, do Sul, le 104, à Paris, le e ao 104 59 Rivoli, et na na Rue 59 de Rivoli, Rivoli perto do Louvre. à la rue de Esse Rivoli à côté du curta-metragem Louvre. tem em Ce torno de 12 court-métrage minutos, a une durée mostra de um pouco 12 minutes essa coletividade, et je vais vous esse espaço montrer do cette coletivo collectivité, em cet três desses espace quatro du lugares, collectif na ocupação dans 9 de ces julho, na 4 Paulista sites, e no Rio 104. occupations, ces 4 que je viens Bom, d'évoquer. sobre o colóquio À propos du colloque, de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês je souhaite vous algumas imagens. montrer quelques images. Então, como eu falei,
Alors, comme je l'évoquais, c'est le quatrième colloque d'une série de colloques organisés qui a commencé il y a 2 ans. Limite, seuil, transbordement, c'était l'un d'eux, avec la participation de professeurs ici au Brésil. Nous avions 3 tables rondes, les bords, les opacités et les restes. Ça a été le premier colloque, celui-ci, ce dernier. Le deuxième a compté sur la participation de la professeure Chris Younes et du professeur Richard Escoffier, et le titre avoir lieu, donner lieu, générer du lieu. Le troisième sur les fermetures, les clôtures, avec la participation de professeurs brésiliens. Ce colloque a eu lieu fin juin de cette année, et certains thèmes ont été présentés sur les tables rondes. Et le devenir habité a toujours été la question centrale. Lorsque nous parlions de habiter, c'était déjà une préparation pour ce dernier colloque sur l'hospitalité. Lorsque l'on pense à l'hospitalité, nous pensons aux portes. Quelles sont ces portes et comment s'ouvrent-elles? Dans quelles conditions? Quel est le niveau de conditionnalité ou d'inconditionnalité à l'ouverture de ces portes ou la réception des autres? C'est une des questions justement pour ce colloque. Alors, le colloque actuel, comme j'ai évoqué, nous allons commencer par la conférence de la professeure Chris Younes, et l'après-midi, nous en aurons 2. Et le thème, c'est l'enjeu de l'hospitalité. Un moment, s'il vous plaît. L'hospitalité, le nom déjà apporte un enjeu qui a été analysé par Derrida. D'ailleurs, cette année, son célèbre séminaire est sorti. Le séminaire qu'il a donné à l'École des hautes études de sciences sociales pendant les années 95 et 96, si je ne me trompe pas. Ce séminaire a été dirigé par Derrida à propos de l'hospitalité, et déjà, il parlait du problème de ce terme. Dans l'étymologie du mot, il y a son opposé. C'est une contradiction parce qu'elle signifie également hostilité. Alors, Derrida, il crée ce concept d'hospitalité, hostilité en joignant les 2 mots qui sont opposés et cependant inséparables. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette question de l'indissociation et dans quelle mesure celle-ci fragilise ou même détruit l'hospitalité. Voici une image. C'est une image du film Le Procès, le film d'Orson Welles, le procès à partir de l'œuvre de Kafka. Cette image, à mon avis, est un peu le symbole de cette hospitalité, c'est-à-dire de quelle manière ces portes sont perçues par les étrangers, par ceux qui arrivent. C'est une image un peu surréelle. C'est une immense porte qui pourrait être en fait une grande ouverture, mais en réalité, c'est un grand empêchement. Comment réfléchir à ce droit qui ouvre des portes, mais qui ouvre des portes pour assurer une inaccessibilité, ou alors construit des portes pour assurer une inaccessibilité, ou alors une accessibilité conditionnée. Chris?
va aborder un thème, elle va anticiper un peu ce que je dis ici. Et justement, c'est tout à fait ce que j'avais imaginé en tant qu'ouverture pour ce colloque. Chris récupère un peu Hannah Arendt, même, même avant la Convention de Genève, où le processus d'immigration et des réfugiés a été réglementé. Hannah Arendt, dans l'œuvre Le déclin des États-nations, décrit une réflexion très forte et très perturbatrice sur ceux qui arrivent. Et je souhaite la citer. Je vais vous lire ce qu'elle écrit. Seule la célébrité peut fournir la réponse à l'éternelle complainte des réfugiés. Et les réfugiés, pour moi, ce sont des réfugiés de tout ordre, pas uniquement les réfugiés politiques. Donc, l'éternelle complainte des réfugiés de toutes les couches sociales. Personne ne sait qui je suis. Et il est exact que les chances du réfugié célèbre sont plus grandes. Tout comme un chien qui a un nom, qui a davantage de chances de survivre qu'un chien errant, qui ne serait juste qu'un chien en général. L'État-nation, incapable de fournir une loi pour ceux qui avaient perdu la protection d'un gouvernement national, remit le problème entre les mains de la police. Et je souligne cet autre moment de ce texte. Il me semble qu'aujourd'hui, l'hospitalité est devenue uniquement, exclusivement un enjeu policier, donc de l'ordre des autorités policières, s'éloignant du monde de la justice, du monde des lois. Et je souligne l'actualité de ce texte de Hannah Arendt, un texte de 1950. C'est la première fois en Europe occidentale où la police a reçu les pleins pouvoirs pour agir de son propre chef, pour contrôler directement les gens. Dans le domaine de la vie publique, elle cessait d'être un instrument destiné à faire respecter et appliquer la loi pour devenir une instance de gouvernement. La police qui devient donc une instance de gouvernement. Nous pouvons réfléchir au monde actuel. Cette présence de la police en tant que présence de l'État. Et j'attire l'attention sur le moment où elle écrit cette œuvre et où elle évoque cette réflexion. Un autre penseur important ici, c'est Derrida. Derrida fait une défense inconditionnelle du monde cosmopolite, du cosmos. La grande loi de l'hospitalité, cette loi inconditionnelle, est peut-être l'utopie de Derrida, cette inconditionnalité, cette hospitalité singulière et universelle serait peut-être un exercice toujours en devenir, à venir plutôt, donc, et un exercice à venir singulier et universel en même temps et qui ferait ouvrir les portes à tout un chacun sans remettre en question, sans repérer d'où elle vient ou d'où et de qui il s'agit. Cette présence de la police est une présence qui déjà fait un choix. Ceux qui ont le droit, ceux qui n'ont pas le droit, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Très souvent, et à cause de la religion ou de la couleur de la peau, de l'ethnie, soit la culture. Comment donc réfléchir à propos de cette inconditionnalité? Et je termine ma présentation en, en évoquant Hannah Arendt sur la Révolution lorsqu'elle dit que les malheureux sont le pouvoir de la terre. Ce sont eux, ce sont eux qui nécessitent un droit. Comme ils n'ont pas de droit, ils exigent un droit, ils revendiquent un droit à une existence digne, à la dignité. Dans ce sens-là, je trouve ça très beau. C'est une préparation à l'intervention de Chris.
Je pense qu'Hannah Arendt se rapproche de Kant ici par cette idée d'une existence digne, de la dignité. Então, nós vamos falar, vamos agora, eu vou fazer uma rápida À leitura présent, je ferai da intenção do colóquio. une lecture brève de l'intention du colloque et ensuite je passerai la parole à Chris. Je vais parler en français. Il est temps d'accorder Je une vais parler en place français. à l'idée d'une hospitalité au-delà d'hospitalité soumise au droit. Pour penser à cet autre lieu, j'ai invité trois professeurs, en principe, mais ce sont deux professeurs maintenant, qui ont une collaboration fructueuse et une production précieuse sur le sujet. Il est impératif de mettre en cause ou de s'interroger sur la façon dont l'hospitalité est considérée dans notre temps. Il est temps d'accorder une place raisonnée à l'idée d'une hospitalité au-delà d'hospitalité soumise au droit. Pour penser à cet autre lieu, bien. D'accord. Hospitalité et hostilité, antagonistes mais indissociables, étant indissociables des discussions menées par Jacques Derrida dans son séminaire récemment publié à l'École des hautes études de sciences sociales durant les années 95 et 86. L'hospitalité est un sujet qui, tant qu'il y a lieu d'en parler, doit rester une question à toujours évoquer, débattre et réaffirmer. À partir de ce moment, je vais passer la parole à Chris Younes pour proférer sa conférence. Merci. Chris, merci. Vous avez la parole. Merci, professeur Igor Guatelli. D'abord, je voudrais dire mon plaisir de pouvoir réfléchir ensemble sur ce sujet. Comme vous l'avez souligné, cette question de l'hospitalité, elle est vraiment au cœur de la question de l'habiter en devenir. Et elle fait aujourd'hui vraiment problème. Et là, c'est la raison pour laquelle j'aimerais personnellement mettre l'accent à l'occasion de cette rencontre sur la question du réenchantement de l'hospitalité. Parce qu'il est, je pense, l'hospitalité aujourd'hui, telle qu'on la connaît évidemment dans tous les pays du monde, elle est en grande difficulté. Et elle manifeste à quel point elle semble devoir être simplement réglée par des questions de police et finalement dans des traitements qui posent d'énormes problèmes pour l'humanité. Alors tout d'abord, merci Igor d'avoir organisé cette conférence et ce grand travail de recherche pendant plusieurs années. Et je regrette évidemment que Fabienne Brugère ne puisse pas aujourd'hui ouvrir ce colloque, étant donné l'importance de son ouvrage, de l'ouvrage qu'ils ont rédigé avec Guillaume Leblanc sur la fin de l'hospitalité, et en interrogeant notamment l'Europe pour savoir comment l'Europe pouvait continuer à être une terre d'asile. Donc je pense que c'est évidemment un ouvrage très important, je pense, pour ceux qui s'intéressent à cette question de l'hospitalité, qui justement réinterroge la dimension finalement à partir d'enquêtes de terrain sur justement ce qui va, comment est-ce qu'on va faire face aujourd'hui et comment on va être capable d'être hospitalier. Alors, en ce qui concerne ma conférence, donc, elle portera sur 4 points. Tout d'abord, le rapport entre inconditionnalité et conditionnalité, parce que c'est une question centrale.
interroger la notion de nouvelle alliance, qui est pour moi certainement le fil conducteur de ma réflexion, en interrogeant, en repartant de Hannah Arendt, parce qu'elle a énormément contribué à repenser la condition humaine du XXe siècle et donc nous interroger pour notre capacité à réinventer d'autres manières finalement d'habiter et d'accueillir. Alors, tout d'abord, c'est la question du sens que l'on peut donner à l'hospitalité. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes, comme le disait Hannah Arendt, déjà dans des temps sombres et incertains. Et évidemment, cela faisait énormément appel à toutes les guerres du XXe siècle, notamment tous les fascismes, notamment nazis. Mais on peut dire que dès aujourd'hui, dès à présent, on constate des phénomènes qui mettent en évidence l'incapacité finalement des communautés humaines à accueillir, à être hospitalières. Alors, la semaine dernière, en Europe et j'imagine un peu partout dans le monde, les médias se sont fait l'écho de l'impossibilité pour le bateau humanitaire Ocean Viking d'accoster dans un port italien. Et en fait, ils demandaient l'asile, ils étaient en danger de mort et très fatigués et ils n'ont pas obtenu l'autorisation. L'autorisation finit par arriver après beaucoup de tergiversations en France au port de Toulon. En fait, c'était 234 malheureux, hommes, femmes, qui étaient en train de demander l'asile. Les malheureux dont vous parliez juste tout à l'heure à propos de la citation de Hannah Arendt, les malheureux sont le pouvoir de la terre. Et là, ces 234 malheureux, hommes, femmes et enfants, qui demandaient l'asile, étaient traités comme des indésirables. Et c'est terrible de se dire, voilà, ce sont des humains indésirables. Et les États se mettent d'accord pour dire non, ils ne sont pas désirables. Ce qui s'ajoute évidemment à la liste des terribles listes des bateaux de migrants qui sont repoussés vers la mer. Et on a vu sur certaines côtes en Grèce comment les bateaux étaient repoussés par d'autres humains et humaines, et aux chiffres effroyables des morts en Méditerranée, dont on sait qu'aujourd'hui, on parle de la Méditerranée, cette mer qui symbolisait la rencontre finalement entre des peuples différents, comment elle est devenue un cimetière en fait qui rassemble des pays. Donc cette question-là, voyez, a fait qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Eric Fotorino se demande si les États, si ceux qui organisent le droit international ne sont pas devenus des États cannibales. Et ce n'est pas rien de parler de cannibales, c'est-à-dire comment des humains, quelque part, vont se nourrir d'autres humains. C'est-à-dire comment interroger dans quel état nous sommes aujourd'hui pour pouvoir donner lieu à cette accusation de cannibalisme. Et comment comprendre qu'ait pu être édicté en France, dans la République française, qui est fondée sur les principes indivisibles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité humaine, que finalement ait été prononcé un délit d'hospitalité, qui donne lieu évidemment à beaucoup de contestations, parce que cette idée, c'est non pas un devoir d'hospitalité, mais pour quelqu'un qui va être hospitalier peut être accusé, emprisonné, condamné pour un délit d'hospitalité.
Donc, on voit à quel point, en 2022, nous nous sommes éloignés des textes finalement fondateurs, mythologiques, religieux, littéraires, qui ont célébré la loi immémoriale de l'hospitalité. La célébration de l'hospitalité comme une loi immémoriale qui remonte à la nuit des temps avec la naissance de l'humanité, comme sacrée, se trouve mise à mal. Et donc, on peut se demander qu'en est-il, comment penser cette question aujourd'hui, alors même que l'hospitalité, elle est considérée comme l'interdit de l'inceste, comme finalement des fondements qui instaurent la civilisation humaine. Donc c'est instaurateur, ce n'est pas conjoncturel, c'est structurel, ça participe de l'humanité. Alors, les récits de l'Odyssée sont à ce propos extrêmement importants, ils ont été largement commentés parce qu'ils rendent compte d'une longue suite d'accueil et la philosophe et psychanalyste du Fourmental, qui avait d'ailleurs mené des entretiens avec Derrida, précisément rend compte de toutes ces de ce voyage autour de l'hospitalité à propos du récit de l'Odyssée, mettant en évidence que l'hospitalité pouvait donner lieu à des vraies hospitalités, à des refus d'hospitalité, comme chez les lotophages ou bien chez le cyclope, ou bien au contraire à des grandes ambivalences à propos de l'hospitalité, comme chez Circé et Calypso. Et certainement aujourd'hui, nous sommes au cœur de ces ambivalences à propos de la question de l'hospitalité, dont il a été rappelé, et c'est central, à quel point l'ambivalence est présente dans le mot lui-même, puisque dans hôte, celui qui accueille et celui qui est accueilli, c'est le même mot. On est en hôte quand on est accueilli, on est en hôte quand on accueille, et comment il y a cette proximité avec la notion d'hostilité où l'hôte, celui qui est accueilli, peut devenir un ennemi. Mais celui qui accueille peut aussi devenir un ennemi. C'est cette double face de l'hôte qui est certainement extrêmement importante. Et cette question-là, j'ai beaucoup hésité au moment de cette conférence de mettre l'accent soit sur Lévinas, soit sur Hannah Arendt. Parce que Lévinas, il a positionné la question de l'hospitalité comme un acte éthique. Comme un acte éthique, c'est-à-dire une manière de se tenir au monde. Et donc, mettant en évidence que cet acte d'hospitalité, cet acte éthique d'hospitalité, c'est accueillir de manière absolue l'autre, le visage de l'autre, à savoir dans son altérité irréductible et infinie. Et il est certain que toutes les réflexions de Lévinas, de Emmanuel Lévinas, à propos de l'hospitalité, portée et de l'éthique, de l'acte éthique d'hospitalité, concernait non seulement les exilés, non seulement toutes les migrations, tous les migrants, on a beaucoup de mal à nommer d'ailleurs ceux qui sont finalement sont exilés pour des raisons dont ils ne peuvent pas quelque part faire autrement, mais lui, il s'interrogeait aussi sur l'hospitalité à l'autre humain, à l'autre humaine, mon voisin,
mon ami, mon frère, ma sœur. L'altérité irréductible de chacun et chacune des uns par rapport aux autres. Et Lévinas a toujours témoigné de la difficulté extrême de l'acte d'hospitalité. L'acte d'hospitalité est le propre de l'humain. C'est un acte profondément humain, mais c'est un acte très difficile. Et je voudrais justement citer une phrase de Emmanuel Lévinas dans un ouvrage qui s'appelle À l'heure des nations, qui est paru en 1988 aux éditions de Minuit, et où justement Lévinas souligne le paradoxe de l'hospitalité et de l'acte éthique d'hospitalité, en disant abriter l'autre homme chez soi, habiter l'autre humain chez soi, tolérer la présence des sans-terre et des sans-domicile sur un sol ancestral si jalousement, si méchamment aimé, est-ce le critère de l'humain? Et il répondait sans conteste, oui, sans conteste. Cette phrase, elle mériterait une conférence à elle toute seule, puisqu'évidemment, il met en évidence, c'est accueillir sur le sol ancestral, c'est-à-dire le sol de ses ancêtres, qui peuvent être aussi bien le sol des ancêtres dans un village, dans une ville, dans un pays ou sur la planète Terre. Ce sol ancestral, évidemment, aujourd'hui, je pense qu'il nous renvoie vraiment à la question du globe terrestre, qui est, comme il le dit, si jalousement et si méchamment aimé. Il met en évidence que cet attachement à ce sol, finalement, rend méchant. Cela peut conduire à de la méchanceté. C'est-à-dire que c'est un peu comme si je ne peux pas partager ces lieux. Je ne peux pas les partager. Je ne veux pas les partager. Donc, il met bien en évidence, Lévinas, à quel point faire acte d'hospitalité, c'est le propre de l'humain, mais c'est une tâche très difficile pour l'humain de le mettre en place. Donc, c'était un peu l'introduction que je voulais démarrer, mettre en évidence dans notre réflexion commune. Pour arriver à ce premier point qui sera assez court, parce que je pense que il sera certainement, vous êtes certainement en reprendre Igor, sachant à quel point vous êtes un grand commentateur de Derrida, c'est la tension entre inconditionnalité et conditionnalité. Parce que ce qui est apparu extrêmement important, et on le voit avec Lévinas, et on le voit avec votre propre ouverture à ce colloque, Igor, c'est voir que l'hospitalité, elle est pensée comme inconditionnelle. Il y a une inconditionnalité dans son essence de l'hospitalité. Parce que c'est la loi humaine, comme l'interdit de l'inceste, quelque part. Et donc ça, c'est une base. Mais elle est aussi, en même temps, dans les faits, dans la réalité, dans la pratique, elle est conditionnelle, elle est sous condition. C'est ce grand paradoxe de l'hospitalité d'être inconditionnelle dans son essence et d'être conditionnelle dans son existence. De telle sorte que l'hospitalité se trouve prise comme magistralement traitée par Derrida dans les séminaires qu'il a donnés et qui justement
et on est très heureux qu'ils aient été publiés et qu'ils viennent d'être publiés et d'un premier volume intitulé Hospitalité, qui rend compte des séminaires de 1995 à 1996 et qui vont donner lieu après à un deuxième tome. Mais Derrida, dans ses séminaires, dont c'est vrai, beaucoup de choses avaient déjà été publiées dans l'ouvrage de l'hospitalité notamment, met en évidence la tension contradictoire entre ces deux pôles de l'inconditionnalité et du conditionnel. Il y a une tension, il y a une contradiction, et il dit même qu'il y a une co-implication. Ça va beaucoup plus loin que la contradiction, la co-implication. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble. On ne peut pas les déplier l'un sans l'autre. L'inconditionnel et le conditionnel sont liés, co-impliqués, et dans impliqué, il y a pli, évidemment, intriqué, on pourrait dire. Il y a une intrication entre ces deux pôles. Alors, dans ces séminaires, dans cette publication, on peut constater qu'on va retrouver ce qu'on trouvait dans les publications précédentes, dans lequel, finalement, le concept d'hospitalité se trouve cartographié. Parce que Derrida nous aide à cartographier le concept d'hospitalité. Et les termes de cette cartographie sont ceux des frontières, sont ceux beaucoup de Lund Heimlich, ce fameux concept de Freud, mais qui lui-même il reprend sur l'étrange familier, sur le voisinage, sur l'étranger, sur l'ennemi, la question de l'ennemi, sur le droit, sur le politique, sur la démocratie, sur le privé, sur le public. C'est-à-dire que dans cette cartographie, on retrouve tous les termes qui sont aujourd'hui largement utilisés parmi les commentateurs et les penseurs de l'hospitalité, avec peut-être un oubli de l'étrange finalement familier. Cette question de l'étrange familier qui nous interroge sur ce concept de l'hospitalité. Et ainsi que nous y engage Derrida, c'est, et là je vais citer Derrida, voilà quel est l'objectif. Et alors à mon avis, en travaillant avec Derrida, en travaillant avec Lévinas d'ailleurs, mais en travaillant avec Hannah Arendt, on trouve toujours Emmanuel Kant, toujours. Et lorsque Derrida va nous dire que l'objectif, et je cite Derrida, c'est de trouver des schèmes intermédiaires pour faire que le désir et la loi de l'hospitalité absolue et juste trouvent à se déterminer effectivement dans des révolutions et des réformes, dans des transformations réelles du droit et de la politique, pour qu'en un mot, l'hospitalité absolue devienne aussi habitable que possible. Évidemment, cette phrase qui est extraite de ces séminaires, elle est fondamentale. Quel va être ce schème, ce fameux schème kantien, intermédiaire, entre l'intelligible et le sensible? Parce que c'est toujours la question. Mais quel va être ce schème intermédiaire entre le désir et la loi de l'hospitalité, mais qui serait absolue et juste? Parce que la question d'une loi juste, évidemment, pose question, et certainement elle est à penser, à inventer, à travailler aujourd'hui, et ainsi que nous y invite Derrida, et de manière prophétique, c'est que cela va amener des révolutions, des réformes, des transformations absolues de la question du politique. Et c'est beaucoup à la suite aussi de cette lecture de Derrida que
je pense que pour moi, il m'est apparu important, essentiel de partager avec vous les réflexions de Hannah Arendt, certaines réflexions d'Hannah Arendt sur la question du politique, puisqu'elle est au cœur de ces chaînes intermédiaires de l'hospitalité, entre l'intelligible, le sensible, entre le désir et la loi. Et pour que, comme le dit Derrida de façon merveilleuse, comment l'hospitalité absolue peut devenir aussi habitable que possible. Quelle habitabilité de l'hospitalité? Et en quoi l'hospitalité rend le monde habitable? Parce que je pense que c'est en tout cas un peu comme ça que je poserai la question philosophique de l'hospitalité, c'est-à-dire que le monde est inhabitable s'il est inhospitalier. Alors voilà, c'était le premier point sur cette co-implication autour de l'hospitalité et de ces fameux schèmes de l'hospitalité qui sont en jeu. De telle sorte que la question se pose de nouvelles alliances. Il y a toujours eu à l'origine, dans tous les textes qui nous viennent finalement du monde ancien et du vocabulaire, il y a toujours eu cette idée qu'il y a quelque part un contrat à l'origine, il y a quelque part un arché qui relie les humains entre eux. Donc il y a une alliance. Donc comment prendre aujourd'hui la mesure de la nouvelle historicité de l'hospitalité, c'est-à-dire l'hospitalité telle qu'elle se présente, telle qu'elle advient aujourd'hui, on peut dire en 2022, à l'ère de la globalisation, à l'ère de l'anthropocène. Et comment est-ce que on va prendre la mesure de la nouvelle historicité de l'hospitalité confrontée à la multiplication des refus, des abandons, des murs, des enclaves. Vous avez consacré le 3e colloque à la question des enclaves, des enfermements et des camps. Et c'est impressionnant de voir à quel point les médias se font les caisses de résonance de ces refus, de ces murs, de ces enclaves, de ces camps à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que nous avons sous les yeux, dans tous les continents du monde, des camps, des murs, des enclaves, des refus d'hospitalité, ou en tout cas des enfermements, plutôt que de l'hospitalité. Quelle boussole dans cette incertitude, dans cette désorientation, dans ce cannibalisme d'une certaine manière? Quelle boussole? Par quel récit imaginaire et alliance résister à l'immonde? C'est vraiment une question, moi, qui me hante depuis très longtemps, je travaille depuis très longtemps sur la question d'habiter. On peut dire que c'est cette question de l'habitabilité du monde est au cœur du travail que j'ai essayé de faire au fil du temps avec mes collègues et mes étudiants. Mais c'est comment résister aujourd'hui à l'immonde. Habiter, c'est résister à l'immonde. Il y a quelque chose d'immonde d'être spectateur de certaines images aujourd'hui, de ces murs, de ces enclaves, de ces camps. Et comment répondre donc au grand défi du pacte inaliénable d'hospitalité dans l'épopée de l'humanité. Cette épopée dont nous parle Ulysse, qui est sa propre épopée, mais l'épopée de l'humanité, puisque c'est certainement dans cette longue histoire que se pose la question de l'hospitalité. C'est l'hospitalité aujourd'hui au regard de la longue histoire de l'humanité, qui est tout à fait centrale. Quel nouveau terrain d'entente
quelles nouvelles alliances pour accueillir les déplacés, les réfugiés, les migrants, les exilés. On hésite sur les mots. Certains ne veulent plus prononcer le mot de migrant, préfèrent parler de réfugiés, d'exilés. Moi, j'aurais tendance aujourd'hui à parler de déplacés. On est déplacé d'un lieu à un autre, déplacé, qui me paraît être quelque chose de très important pour parler de ce déplacement de populations dont on sait qu'elles vont évidemment s'accentuer aujourd'hui avec le changement climatique. De telle sorte qu'on peut se demander quelle utopie peut constituer une ressource ou dans quelle mesure l'utopie peut constituer une ressource. C'est la conviction de Ricoeur. Ricoeur est convaincu, et dans un très bel ouvrage sur l'idéologie et l'utopie, il a pris position en disant que, il m'a convaincu, il se peut que certaines époques appellent l'utopie. Je me demande si ce n'est pas le cas de notre présent, explique Ricoeur. Vous voyez, il écrit ça à la fin du XXe siècle, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire à l'aube finalement du XXIe siècle. Il se demande s'il n'y a pas un besoin d'utopie. Pourquoi? Il nous l'explique. Pourquoi est-ce qu'il y a une utopie? Parce que les utopies d'un nouveau type, évidemment, ce ne seraient pas les fausses utopies, hein, les dystopies qui ont souvent été réalisées au nom de l'utopie, mais il va souligner que l'utopie, elle ouvre, et là je cite Ricoeur, le développement de perspectives nouvelles, des alternatives, définissent la base de l'utopie. C'est la fonction de l'utopie, c'est d'imaginer des perspectives nouvelles. Donc, ce n'est pas simplement partir de la réalité, c'est d'imaginer d'autres possibles. Ça, c'est le propre de l'utopie, selon Ricoeur, parce que, dit-il, il y a un pouvoir de la fiction de redécrire la réalité. Et quelque part, c'est la redécrire, c'est-à-dire aussi de décider ce que sera la réalité. Il y a une part de décision qui consiste à avoir une critique active de la réalité sociopolitique. Parce que tout son éloge de l'utopie, chez Ricoeur, c'est un éloge de l'utopie comme ressource pour critiquer de manière active une certaine réalité sociopolitique. Donc, cette nouvelle alliance, elle est forcément critique. On ne peut pas ne pas critiquer les manières de faire aujourd'hui de manière légale, parce que cette organisation, elle est quelque part légalement organisée à l'échelle planétaire. Elle est déclinée différemment suivant les continents et les pays, mais il y a des accords entre les pays et à l'échelle planétaire. Et donc, comment faire pour sortir de cette impasse? Parce que c'est vraiment l'impasse. Alors, c'est pour ça que je vous propose finalement de nous arrêter avec vraiment toute l'œuvre de Hannah Arendt. Vous avez cité des ouvrages très importants de Hannah Arendt, Igor, tout à l'heure. Et nous avons avec Benoît Goetz, à l'occasion d'un travail qui était sur finalement les territoires des philosophes au XXe siècle, travaillé ensemble justement sur Hannah Arendt. Et nous avions intitulé notre article Hannah Arendt, monde, désert, oasis. C'est-à-dire qu'il nous avait semblé que toute l'œuvre de Hannah Arendt nous interrogeait sur la question de qu'est-ce que faire monde. Et poser la question de l'hospitalité, c'est poser la question du faire monde.
comment faire monde. Et évidemment, le désert dont parle Hannah Arendt, c'est ce désert, c'est un monde sans politique, ou alors une politique qui n'est pas, qu'on ne peut pas reconnaître comme une politique, parce qu'elle ne fait pas cité, elle ne permet pas aux humains de faire un pacte d'alliance, voyez, ce qu'elle appelle le désert. Et l'oasis, évidemment, c'est le lieu où on va reconstituer ses forces pour pouvoir repartir dans la bataille politique. Donc, je pense que c'est très intéressant de voir que Aristote, Rousseau, Marx, finalement, ils ont tous développé des analyses qui débouchaient sur des programmes, sur des systèmes, sur des projets ou sur des utopies. Hannah Arendt, finalement, elle a quelque part, elle s'est mise dans les pas de Kant, comme l'a fait Derrida. C'est-à-dire pourquoi? Parce que Kant, et c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est que Kant, au XVIIIe siècle, dans cette grande période des Lumières, il a amorcé la perspective d'un citoyen du monde. Ce n'est plus le citoyen d'une république, comme dans la cité athénienne, grecque. C'est le citoyen du monde qui va engager finalement avec l'hospitalité à l'étranger et à l'imprévisible une communauté esthétique. C'est quelque chose de fondamental. Le travail qu'a mené Kant sur la critique de la faculté de juger, dans cette critique de la faculté de juger, il interroge la communauté esthétique, c'est-à-dire celle qui est capable de ressentir. Et ça n'est pas simplement la communauté intelligente, c'est la communauté capable, ce n'est pas un mot de Kant, mais qui est capable, nous dirions aujourd'hui, d'empathie, c'est-à-dire de ressentir avec l'autre l'expérience. Hannah Arendt va reprendre et elle va proposer des analyses qui vont préparer à des formes de résistance. Parce qu'en fait, toutes les analyses de Hannah Arendt partent de la réalité. Elle refusait, elle ne voulait pas qu'on la reconnaisse comme philosophe. Elle revendiquait d'être une journaliste qui décrivait la réalité telle qu'elle était, et décide pour la regarder et finalement pour arriver à des possibilités de reconstitution d'une vie politique. C'est un terme, un de ses ouvrages, les vies politiques, sans dire ce que devait être cette vie politique, mais en indiquant une boussole. Pour moi, Hannah Arendt est une boussole par rapport à l'hospitalité. Et c'est ainsi que nous l'avons comprise avec Benoît Goetz, parce que donc, dans ce travail que nous avons mené, nous avons cherché à voir dans quelle mesure on peut considérer que Hannah Arendt est une exploratrice, finalement, de la condition humaine dans le nouveau monde de la condition humaine aussi. C'est la condition humaine dans laquelle elle repère la dimension politique. Et elle travaille beaucoup sur le XXe siècle, mais aussi beaucoup sur les sociétés grecques et romaines, puisque pour Hannah Arendt, la cité romaine l'intéressait beaucoup, et pas seulement la cité grecque. Et elle va travailler sur la condition, et la condition n'est pas une détermination. Quand on dit que sous condition, ça ne veut pas dire sous détermination. L'hospitalité sous condition, ça ne veut pas dire l'hospitalité sous détermination. Mais par contre, à propos du politique, Hannah Arendt va dire que si l'humain il est capable de politique, il en a besoin pour devenir pleinement ce qu'il peut être. Pour Hannah Arendt, nous ne sommes pleinement humains que lorsque nous sommes
dans une position politique. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais en rester dans une dimension seulement sociale. Et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'aujourd'hui, cette question de l'hospitalité, elle exige de repenser aussi cet espace politique qui considère, Hannah Arendt considère que l'espace politique peut s'ouvrir, mais il peut se fermer. Et il s'ouvre de façon exceptionnelle. Ça ne va pas de soi. Et donc, ce que souligne Hannah Arendt, c'est que la spatialité du politique, parce qu'il y a une spatialité du politique, elle va prendre naissance dans l'espace entre les humains. Et ça n'est pas une métaphore. C'est ce qui se passe entre les humains. Et je pense que nous sommes vraiment dans ce défi. Qu'est-ce qui se passe entre les humains et les humaines à propos de l'hospitalité? Comment ça se passe dans l'espace où a lieu l'accueil des déplacés? Quel est cet espace-là? Et donc, on ne peut pas faire de la politique toujours, mais en fait, elle va résulter d'une certaine activité. Il y a un acte politique. Il y a un acte politique comme il y a un acte éthique de l'hospitalité. Donc il y a un acte politique de l'hospitalité, mais il y a un acte politique tout court pour Hannah Arendt qui va finalement être l'ouverture d'un espace qu'elle appelle public. Et c'est vrai qu'on peut se demander quelle est l'ouverture de l'espace public qui est fait aux déplacés. Quelle comparution, qu'elle appelle ça la comparution. Je ne sais pas si on peut le traduire en portugais facilement, la comparution. C'est paraître ensemble aux yeux des autres. Il y a le cum, le paraître avec. C'est-à-dire il y a une visibilité, on est mis en coprésence. Et c'est de ça, c'est de là que va surgir le monde. Et ainsi que nous le dit Hannah Arendt, ce qui est le plus constant, c'est le désert des temps sombres. Et c'est-à-dire qu'il s'agit alors finalement du désastre. Ce n'est pas simplement la désolation, ce n'est pas simplement la catastrophe des totalitarismes. Non, explique Hannah Arendt, il s'agit de l'interruption du politique comme possibilité d'action. C'est cette interruption du politique comme possibilité d'action. C'est l'idée de possibilité d'action qui est en jeu pour Hannah Arendt. C'est comment réenchanter quelque part, réinstaurer le politique. C'est réinstaurer des possibilités d'action et de parole entre les humains. C'est le théâtre de la parole, en fait, entre les humains qui est en jeu. C'est cet espace ouvert entre les humains, c'est ce monde commun. Et c'est finalement c'est vraiment c'est ça l'enjeu majeur. C'est s'il y a interruption de cette ouverture, il y a interruption du politique. Et donc Hannah Arendt va s'interroger sur les moyens de réouvrir l'espace du politique lorsqu'il n'est pas ouvert. Et elle va, comme Kant, sur les pas de Kant, interroger la question de la beauté et la question du jugement esthétique. C'est la beauté des mots, c'est la beauté des phrases que vous avez lues, par exemple, Igor, tout à l'heure, qui vont quelque part ouvrir un espace commun
qui est sinon politique, du moins pré-politique. Ça va ouvrir la sensibilité, ça va ouvrir les cœurs, et pas seulement les intelligences, comme étant quelque chose de profondément humain. En lisant Kant, Arendt découvre que la beauté, la poésie sont des conditions d'habitabilité. Et parce qu'elle est perçue comme par la pluralité des humains, et qu'en étant politique, elle appartient au monde, elle va définir l'habitabilité, elle va offrir, comme elle le dit, une patrie immortelle par le relais des œuvres. Et donc, c'est des vraies questions qui se posent. Quelles sont les œuvres autour de l'hospitalité des déplacés? Et je pense qu'il y aurait un gros travail à faire autour des œuvres, autour des déplacés. Il y en a déjà, bien sûr, mais je pense qu'il faudrait leur donner plus de visibilité pour déterminer ce grand chantier des nouvelles alliances. Et donc, je ne sais pas par rapport au temps si j'ai... Igor, est-ce que par rapport au temps, on a un peu plus de temps, mais sinon je peux raccourcir. Non, je peux continuer. D'accord. Et donc, c'est finalement dans la suspension du politique que vont se développer les déserts contemporains. Ce que finalement Hannah Arendt va nommer acosmisme. Acosmisme. Il n'y a plus de... il y a le cosmopolitique, mais acosmisme, c'est-à-dire qu'on n'a plus... Il y a une aliénation du monde, c'est l'aliénation de la pluralité humaine. Pour Hannah Arendt, l'aliénation du monde, c'est l'aliénation de la pluralité humaine et de cette capacité d'accueillir la diversité humaine. Et il n'y a pour Hannah Arendt de politique que parce que les hommes existent au pluriel, que parce que les humains existent au pluriel et que parce qu'ils peuvent se parler. Et donc c'est vrai que l'hospitalité, elle réengage le langage de la pluralité et de la nécessité d'ouvrir ce langage de la pluralité. C'est-elle justement dans la condition de l'homme moderne, Hannah Arendt écrit « Dès que le rôle du langage est en jeu, le problème devient politique par définition, puisque c'est le langage qui fait de l'humain, de l'homme, un animal politique. » Donc on voit à quel point le langage participe de l'hospitalité, peut participer de l'hospitalité, s'il réengage le politique. Parce que c'est ce qui va permettre aux humains de se comprendre et de partager l'interpellation. On est interpellé. Et je pense qu'aujourd'hui, les images, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sait, nous interpellent. Et alors, lorsque nous sommes interpellés, un monde surgit entre nous humains, qui nous sommes interpellés les uns les autres. Hannah Arendt compare ce monde à une table dans la condition de l'homme moderne. C'est très connu, mais je souhaite le remettre parce que vous parliez de la porte, Igor, et je souhaiterais, moi, parler aussi de la table. L'hospitalité, c'est aussi ouvrir la porte et partager la table. Et précisément, Arendt nous dit, comme une table, le monde est un artefact, ce que n'est pas la terre. La table, comme le monde, à la fois relie et sépare les humains. C'est l'ouverture d'un inter-essai, voire même d'un désintéressement, jeu de mots que crée Lévinas,
qui convient bien aussi à la pensée arendtienne. Et je pense que ça, c'est fondamental. C'est que ce désintéressement, c'est entre nous humains que ça a lieu. Et donc, Arendt est ainsi fidèle à ce que Kant appelle finalement l'insociable sociabilité des hommes. L'insociable sociabilité des hommes. Et c'est toujours Benoît Goetz, chaque fois, me dit, mais Chris, il faut revenir beaucoup plus sur cette question, sur la confusion à ne pas faire entre ce qui est un groupe social et l'entité politique. La différence entre la socialisation et la politisation. Alors, on peut dire que Hannah Arendt, en faisant le procès du nihilisme moderne, elle s'est fortement engagée dans le souci du monde, l'amor mundi. Je pense que reposer la question aujourd'hui de l'hospitalité, au cœur de la crise de l'hospitalité, c'est se réengager dans le souci du monde et dans l'amor mundi. Et revenir sur le fait que la volonté d'un vivre ensemble, le désir, le consentement d'un vivre ensemble précède toute institution politique. Ce n'est pas l'institution qui est en jeu, c'est d'abord le consentement, le désir, la volonté d'un monde commun et d'un amour du monde. Et cette expérience pour Hannah Arendt, elle est toujours en pointillé dans l'histoire des humains. Elle a étudié l'expérience de la cité grecque, elle a étudié l'expérience de la Révolution française, elle a étudié la Révolution à Budapest en 1956, la résistance au nazisme, bien sûr, la désobéissance civile. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui se touche autour de la désobéissance civile et de l'hospitalité réouvre le jeu de cette question. Parce que ce sont des lieux ou des moments où le politique surgit au grand jour. Ce n'est pas institutionnel. C'est des êtres qui se rassemblent. Et par exemple, on sait qu'actuellement, dans le Briançon, toute une communauté de personnes se sont alliées pour accueillir des déplacés. Il y a même quelqu'un qui a failli être accusé de délit d'hospitalité. Il y a eu des pétitions, il y a eu des résistances et une vraie mobilisation qui est passée par la base, qui est passée par les lieux du politique, finalement de la mobilisation des citoyens. Et je pense que c'est vraiment fondamental. Hannah Arendt considère, elle nous mène à réfléchir, est-ce que les événements politiques ne sont pas toujours discontinus? Et certainement, Paul Ricoeur, qui préface La condition de l'homme moderne, a certainement puisé chez Hannah Arendt, autant que chez Aristote, la conviction, son intuition du caractère fondamental de la mise en récit. C'est pour ça que je souhaitais mettre l'accent aujourd'hui sur comment pouvons-nous mettre en récit l'hospitalité. Parce qu'il s'agit en fait de faire tenir la permanence d'un monde commun et dans l'expérience même du déracinement, du déplacement, des déplacements, nous sommes préservés de la désolation, du fait de ne plus avoir de sol, de la désolation, on est sans sol, par l'amor mundi. C'est l'amor mundi qui nous porte en fait. C'est l'amour du monde qui nous porte. Non pas tel qu'il est, mais tel qu'il peut être et tel qu'il apparaît par moments
qu'il surgit par moments ici et là. Cela, aucune désolation, aucune déréliction ne peut le faire disparaître à jamais. Hannah Arendt nous dit que partout le désert croît, il y a une croissance du désert, donc de l'absence du politique. Mais il ne disparaît pas à jamais, parce qu'il y a cet amor mundi, enraciné dans la condition humaine. Et donc les déplacés aujourd'hui réclament moins la compassion que l'amour et l'appartenance à un monde commun. C'est l'appartenance à un monde commun. C'est un droit inaliénable. Sans doute réclame-t-il un territoire qui est plus habitable que le bois de Vincennes en hiver pour les sans-abri, ou la bande de Gaza en toute saison. Mais finalement, c'est quand même l'enjeu, c'est un monde d'apparition, c'est-à-dire de pouvoir apparaître sur l'espace public, sur l'espace commun, sur l'espace politique. C'est la dignité du politique qui est en jeu. C'est pour ça que moi, je terminerai en me posant la question, comment réinventer d'autres manières d'habiter la Terre? Comment cette question de l'hospitalité nous amène à réinventer d'autres manières d'habiter la Terre? Parce qu'il y a effectivement deux strates qui se superposent pour l'accueil des déplacés. On l'a bien vu si on reprend les malheureux d'Océan Viking. Ces déplacés-là, ils avaient besoin d'une mise à l'abri en urgence. C'est une évidence, c'est sauver dans l'urgence des gens qui risquent de mourir dans l'eau, dans la mer. Donc, on ne discute pas, on accueille, c'est l'urgence. Et puis, il y a cet autre accueil des déplacés, l'instauration de possibles installations. Pouvoir instaurer des conditions d'installation. Et là, c'est quel ethos d'hospitalité faire advenir? Comme ethos, comme le dit Benoît Goetz, comme manière de se tenir au monde. En correspondance, pour moi, avec le paradigme du prendre soin. Je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de mouvements autour du care, du prendre soin, il y a une mobilisation autour de l'attention et des liens et des actions collectives qui vont donner goût au risque de coexister, de pouvoir cohabiter ensemble. Donc là, je pense que cette coproduction des modes d'existence, cette co-apparition, cette comparution de modes d'existence d'un autre type engage les personnes individuellement. Nous sommes chacun engagés comme personne. C'est la société civile. Aujourd'hui en France, c'est la société civile qui se mobilise dans beaucoup de cas, dans l'hospitalité, mais c'est aussi des métamorphoses du droit international qui sont indissociables. C'est pour ça qu'il y a une vraie conscience radicale que nous sommes en demeure d'ouvrir un horizon commun. Mais personnellement, c'est aussi avec beaucoup de points d'interrogation et beaucoup d'incertitudes, si ce n'est que c'est la certitude, comme nous y a engagé aussi bien Lévinas que Kant, que je devrais dire Kant, Lévinas, Derrida, Arendt, de la nécessaire hospitalité pour reconstruire encore et encore ce que c'est qu'être humain. Voilà, c'est un peu ce que je voulais partager. C'est beaucoup d'interrogations. Chris, merci beaucoup. Premièrement,
Bien, je vais parler en portugais ou en français. Je m'excuse pour l'impolitesse j'ai juste oublié de faire votre présentation. Excuse-moi. Ça n'est pas grave. Donc, Ça n'est pas grave. Bon, je peux bien. simplement dire que je suis philosophe et je fais de la recherche sur la question de ce que c'est que les rapports entre philosophie et architecture et que la question d'habiter est une question particulièrement euh, complexe et puissante pour faire se rencontrer architecture et philosophie. Et que nous avons été très heureux aussi de vous rencontrer, Igor, lors de votre séjour à Paris en postdoc au laboratoire Gerfo, qui est un laboratoire que j'avais créé il y a très très longtemps et qui nous avait permis aussi cette rencontre. Merci. Donc, il y a beaucoup de questions à partir de votre conférence. Avant d'ouvrir au public, je voudrais faire deux questions, Chris. Bien, je vais parler en portugais. Em momento, À un moment donné, pendant votre intervention, vous mentionnez le mot tolérer à partir de Lévinas. Tolérer, se tolérer qui se rapproche de l'accueil, l'accueil lié à l'idée de tolérer l'autre, de la tolérance. D'une certaine façon, il me semble que Derrida questionne le tolérer, ce tolérer qui instaure déjà une hiérarchie, celui qui est capable de tolérer l'autre. Et dans ce geste de la tolérance s'instaure une hiérarchie entre celui qui tolère et celui qui arrive. Je tolère l'autre. Dans quelle mesure cette tolérance est déjà un signe de non-hospitalité ou ne serait-ce qu'un geste d'hospitalité, tolérer l'autre. Et je m'avance un peu plus dans cette question. Derrida se penche beaucoup sur cette question du chez soi, chez moi, être chez moi. Quand je me permets de tolérer l'autre, cette tolérance, est-ce qu'elle ne n'indiquerait pas l'impossibilité de ce cosmopolitisme souhaité? Parce que en tolérant l'autre, je dis que l'autre peut rentrer chez moi. Je tolère la présence de l'autre. On finit par pénétrer un peu ce territoire mentionné par Derrida comme étant un chez moi qui aurait besoin d'être surmonté, enfin, par l'idée de chez l'autre, celui qui arrive, mais qui arrive chez lui aussi. Il n'arrive pas chez moi et doit être toléré par moi. Il arrive chez lui aussi. C'est une question autour de la tolérance. Si la tolérance ne serait-elle pas un geste d'hospitalité comme le dit Derrida? La deuxième question est à propos du navire Ocean Viking. J'ai suivi les reportages du journal Le Monde sur ce navire dans le port et je voudrais vous demander la chose suivante. Est-ce que ces petits événements,
parce que j'ai bien remarqué la répercussion de cet événement en France. La France est en train de discuter des politiques de migration, des réfugiés, Macron qui a reçu ces questions-là de la part de l'extrême droite. Et il me semble que cet événement, et là j'entre à nouveau dans le territoire de Derrida, il me semble que cet événement de l'encourage du navire a ouvert une discussion sur les limites de ces politiques migratoires ou alors la conditionnalité pour l'accueil des réfugiés. En fait, quel est le pouvoir de ces petits événements dans le processus de transformation de cette hospitalité? Derrida a toujours parlé du pouvoir de l'événement, de l'inattendu. J'ai remarqué ici la porte de ce navire comme un moment où cette discussion a commencé. En fait, c'est devenu un symbole d'un débat sur l'accueil ou la réception des immigrants ou de ces endroits comme vous avez utilisé le terme, je trouve que c'est merveilleux, le terme déplacé. Alors, dans quelle mesure ces petits événements qui semblent être petits peuvent se devenir un grand événement si ceci est discuté, ceci est échangé? C'est le pouvoir de la parole, c'est redonner à cet événement sa dimension politique. Ce sont donc ces deux questions que je vous adresse, l'une en ce qui concerne la tolérance et la deuxième en ce qui concerne l'événement. Merci, merci Igor. Oui, tout à fait. Je comprends très bien la discussion autour de tolérance. Parce que cette question de tolérance, il faut voir qu'elle s'inscrivait beaucoup aussi dans cette période du XVIIIe siècle, de la suite des guerres de religion, et où la question de la tolérance portait finalement, on peut dire, cette tolérance philosophique, elle se voulait ouverture à l'autre, en fait. C'est-à-dire ouverture à l'autre dans son altérité. Ce n'est pas évidemment le vocabulaire de Kant, mais c'était quand même extrêmement présent dans cette recherche d'universalité qui caractérisait les Lumières au XVIIIe siècle. Rechercher un universel, donc un en commun qui était l'alliance par l'universel quelque part. Alors c'est sûr que le mot tolérance, on l'utilise aussi, et donc je pense que dans ce sens-là, la tolérance telle qu'elle se construit, par exemple au siècle des Lumières, elle se fait dans la volonté d'accueillir d'autres conceptions du monde. Par contre, il y a un double sens dans l'utilisation du mot en français tolérance. Quand on va dire je le tolère, ça veut dire je l'accepte, mais c'est vrai que ça me met en position de maîtrise. Et donc, ça instaure une hiérarchie entre celui qui va être accueilli et l'autre. Et c'est très juste qu'on sera dans cette situation ambivalente d'hospitalité, qui est à la fois hostile et hospitalière, et qui manifeste effectivement que on n'a pas tout à fait accueilli l'autre. Il reste, on est dans la difficulté d'accueillir l'autre, et on est dans ce travail où il s'agit que l'un et l'autre vont aider à surmonter la rencontre, le passage dans l'intimité de l'autre. Parce que c'est une vraie question. Dans le chez-soi, il y a un rapport à l'intimité. Donc aussi, il y a la vulnérabilité
de la personne qui accueille chez elle. Donc, il y a une double vulnérabilité. Donc, c'est très intéressant aussi à travers cette réflexion sur la tolérance, de voir à quel point les deux sens de ce mot tolérance peuvent être interprétés différemment. Et je pense que l'impossibilité d'un total cosmopolitisme apparaît complètement dans la réalité de l'accueil dans toutes les situations d'accueil. On voit qu'il y a des formes de négociation implicites ou explicites d'ailleurs des fois. La plupart du temps, c'est implicite. En ce qui concerne Ocean Viking, oui, je pense, c'est la raison pour laquelle je l'ai évoqué. C'est un événement qui est un petit événement, on peut dire, à l'échelle des grandes masses de problèmes à propos de tous les exilés, de tous les réfugiés, tous les migrants, tous les déplacés. Mais par contre, il a donné lieu exactement ce que vous soulignez, et comme le souligne très bien Derrida et beaucoup Hannah Arendt, l'événement va donner lieu à une parole partagée, à une délibération collective. Il va y avoir autour de l'événement une construction collective qui va permettre d'introduire du politique. Et je pense que c'est tout à fait le cas. Avec Ocean Viking, cela a été pris à deux, on peut dire, à deux niveaux. D'abord au niveau de la construction, finalement, de l'Europe. Parce que il y a des accords qui ont été passés. L'Europe essaie de se constituer comme une entité collective, comme une communauté européenne. Elle l'essaie avec beaucoup de difficultés pour le faire. Et donc, parmi les accords, il y a notamment l'accueil des déplacés qui vont arriver. La règle, c'est que celui qui est le plus près doit accueillir. Celui qui est le plus près du bateau doit accueillir. Parce que les gens sont en danger. Et après, il va y avoir... il y aura des accords, des compensations entre les autres pays européens. Mais donc, le débat, il est porté sur le fait, est-ce que la parole de l'Alliance européenne est respectée ou pas par l'Italie? Et elle ne l'était pas d'une certaine manière. Mais en même temps, l'Italie répond, oui, mais est-ce que les autres pays, notamment la France, respectent aussi leur engagement qui est de comment est-ce qu'on va aider ceux qui accueillent, parce que il y a eu beaucoup de discussions autour de dire par exemple dans les sondages ou dans les consultations qui étaient faites, plus les gens étaient loin des ports de la Méditerranée, plus ils étaient favorables à l'accueil. Ceux qui étaient très proches de la Méditerranée étaient plus défavorables, parce qu'il y a toujours ce problème d'arriver à faire face à l'arrivée d'un certain nombre de personnes. Il y a une peur incontestablement d'être submergé. Donc il y a c'est des questions à discuter extrêmement importantes, mais il y a eu donc cette discussion qui était la discussion au niveau d'un contrat européen entre pays européens, notamment la France et l'Italie. Et puis, il y avait la question fondamentale que vous posez, qui est vraiment la question philosophique, on pourrait dire, qui est que un petit événement peut donner lieu à de grandes évolutions parce qu'il réouvre l'espace dont parle Hannah Arendt, l'espace de la délibération, l'espace de l'en commun, et c'est comme ça qu'on va faire monde. Merci, Chris. Merci. Super. Bien, nous pouvons ouvrir aux questions du public.
Nós podemos abrir as questões do público. Alguém gostaria de Quelqu'un colocar? souhaite-t-il poser une question? Un ténor, peut-être? Oui, me voici. Oui, moi j'ai une question, mais je n'arrive pas à voir les questions du public, mais j'ai une question à Chris, s'il vous plaît. D'abord, grand merci, c'est vraiment, c'est délicieux de vous entendre. Ah, merci. C'est Je suis vrai. ravie de vous retrouver. On s'était déjà rencontrés sur la question du lieu. Oui, 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 voilà, c'est ça. Ah, oui. Et c'était aussi bien, c'était vraiment bien. Mais j'ai une question à vous poser, c'est un peu sur le tapis d'Igor. C'est par rapport à la peur, la curiosité de se voir, donc au niveau de l'hospitalité, je veux dire. Vous croyez qu'on est toujours en train d'essayer de convaincre l'autre à être comme nous ou pas? Je veux dire que la partie la plus difficile peut-être de recevoir un étranger chez soi, c'est que, oui, d'accord, je te reçois, mais je veux que tu sois comme moi parce que je veux pas que tu sois différent. Et parfois, les gens, ils ont la curiosité de connaître quelqu'un, mais ils ont tellement peur de perdre son identité, au moins de partager son identité, que ça devient difficile d'avoir cette hospitalité dont on veut, on parle. Oui. Voilà, c'est Oui, la oui, mais question. c'est une question très, très importante, Anténor, parce que je sais, par exemple, Simmel avait beaucoup travaillé sur la question de l'étranger, la figure de l'étranger chez Simmel. Et il montrait à quel point l'étranger pouvait être, quand il arrivait dans la ville, euh, attirer la curiosité, il devenait quelque part une ressource parce qu'il pouvait apporter un nouveau souffle, de nouvelles références. Et donc il y a eu toute cette idée aussi du voyageur qui va apporter autre chose d'un monde d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très présent. Mais je trouve que dans le travail qui a été mené, notamment chez Lévinas et chez Derrida, mais aussi chez Arendt, il y a quand même, et puis tous les disciples, je dirais, soit après ceux qui travaillent à partir de ces auteurs, il y a toujours cette mise en évidence que soit il y a bien sûr ce qu'on a évoqué tout à l'heure qui est vraiment fondamental, cette idée que celui que j'accueille chez moi, il peut être hostile. C'est-à-dire que j'ai moi-même, en l'accueillant, je me rends vulnérable. Parce que est-ce qu'il va se comporter en hôte, est-ce qu'il va respecter les règles de l'hospitalité? Donc il y a l'idée qu'il y a un contrat qui est en jeu et qui, évidemment, est toujours présent dans la rencontre. Mais par contre, souvent, ce qui est discuté, c'était qu'il est plus facile d'accueillir des gens qui nous ressemblent que des gens qui sont très différents. Et on le voit très bien, par exemple, et ça d'ailleurs ça soulève des débats, des controverses en France, par exemple, à propos de la guerre d'Ukraine, et où la France a vraiment, et où le peuple, on peut dire français, a manifesté une très grande hospitalité vis-à-vis de l'accueil de déplacés venant d'Ukraine. Et on a expliqué, oui, ça vient certainement d'une part parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants, puisque la plupart du temps, les jeunes hommes sont restés sur le front, mais c'est aussi parce qu'ils sont finalement assez semblables par rapport à beaucoup de Français ou de Françaises. Alors que d'autres disaient qu'ils étaient très choqués de voir qu'on n'avait pas eu le même élan d'hospitalité pour, par exemple, lors de la guerre de Syrie, qui a aussi déplacé beaucoup de malheureux et de malheureuses, et où il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés. Mais on n'a pas trouvé les mêmes accueils qu'on a trouvé pour les Ukrainiens.
Et donc, ça rejoint complètement ce que vous soulignez. Ça va à l'encontre quelque part de ce que disait Simmel, c'est-à-dire que ça va être le fait de dire oui, mais je me sens solidaire de quelqu'un qui me ressemble, mais moins proche de quelqu'un qui ne me ressemble pas. Donc c'est quelque chose qui évidemment est une provocation par rapport à la question de l'hospitalité qui, dans son essence, est inconditionnelle. Elle peut poser des conditions dans les faits pour que ça soit compatible, mais ça ne peut pas être dire je n'accueille que des gens qui me ressemblent, par exemple. Et donc, c'est vrai que c'est une question de fond. Et je pense qu'aujourd'hui, il est fondamental d'en délibérer de toutes ces questions-là. Parce que ça ne peut pas être le droit seulement qui va pouvoir réguler ces questions. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment, comme le dit très bien Arendt, il faut que la chose publique soit délibérée en coprésence pour qu'on fasse évoluer les esprits, pour qu'il y ait un désir et qu'on réenchante l'hospitalité. Parce que moi, je pense qu'il faut réenchanter l'hospitalité. Aujourd'hui, on la présente comme, voilà, nous allons être submergés par l'immigration, parce qu'il va y avoir de grands nombres en raison des changements climatiques, et pas simplement des guerres, et pas simplement comme on a pu avoir actuellement. Et donc, il va falloir... il y a une peur qui s'installe, qui exige vraiment de nouvelles alliances et de nouveau réenchanter, réactiver le pacte d'hospitalité qui est profondément le pacte d'humanité en fait. Et donc, c'est sûr que c'est le genre de questions qu'il faut poser, débattre avec tout le monde, parce que c'est la seule façon, à mon avis, que ça devienne une évidence pour tout le monde et un accord, qu'on trouve un terrain d'accord. Merci. Merci. Je peux lire une question pour Chris? É uma pergunta de Lisette Rubano. C'est une question de Lisette Rubin. Bonjour, je souhaite remercier la professeure Chris et je voulais lui demander à propos de l'expérience d'aliénation que vous avez évoquée. Que serait-ce cette aliénation en ce moment du monde où non seulement les relations de travail en provoquent au fond, ce ne sont pas uniquement les relations de travail qui provoquent cette expérience d'aliénation. Oui, 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 tout à fait. C'est cette question de l'aliénation qui était au cœur, évidemment, dans l'approche marxiste, évidemment, comme vous l'évoquez dans votre question de façon indirecte, dans tout un discours, toute une pensée marxiste a été mis en évidence dans quelle mesure le travailleur était, dans beaucoup de cas, aliéné, c'est-à-dire qu'il était privé du sens de son travail par une organisation capitaliste du travail. Donc c'est une facette de l'aliénation. Celle qui est évoquée notamment par justement Hannah Arendt, elle est effectivement tout à fait d'un autre ordre parce que elle pose vraiment cette question d'être aliéné, d'être privé de cette capacité de politique et de cette nécessité pour l'humain d'être dans le politique. C'est-à-dire que ça participe de l'être humain d'être dans la délibération, dans le sens de ce que cela veut dire vivre ensemble en tant qu'humain. Et donc, cette question du sens du politique et donc des règles du jeu ou du contrat, moi je préfère parler d'alliance, de l'alliance politique, elle est au cœur effectivement si elle n'a pas lieu, elle est aliénante. Et l'émancipation, nous avons beaucoup de débats sur ces questions aujourd'hui, je pense en Europe, mais j'imagine un peu partout dans le monde, sur ce qui va permettre d'accéder à une certaine émancipation, une capacité d'exercer sa liberté
et sa capacité d'expression, notamment politique, elle est centrale. Et il y a une vraie crise du sens. Le sens. Alors nous avons par exemple en Europe un énorme problème aujourd'hui, mais on sait que j'ai suivi que ça se passe aussi beaucoup aux États-Unis, où à la suite du Covid, il y a eu une prise de conscience par beaucoup, à des âges très différents, chez les jeunes bien sûr, mais aussi chez les plus âgés, de quel est le sens de ma vie et considérer qu'ils étaient aliénés au sens qu'ils ne se reconnaissaient pas dans leur manière de vivre avec les autres, avec eux-mêmes, et qu'ils recherchaient un nouveau sens qui est extrêmement marqué par un autre rapport aux autres, au niveau politique, on pourrait dire, mais aussi un autre rapport à la nature. Parce qu'il y a eu une grande... Et je pense que c'est un débat qu'on a très peu eu jusqu'à présent, je pense même en philosophie. Je pense qu'il y a une nouvelle question qui se pose autour de ce rapport à la nature qui est aussi en jeu dans cette idée que l'aliénation peut venir aussi de ne vivre que dans un monde d'humains entre humains et qu'il y a aussi une capacité à être dans une hospitalité aux autres formes de vie et que cela va modifier aussi notre alliance, notre nouvelle alliance. C'était aussi une question que j'aurais pu... j'ai hésité quand, au niveau de cette conférence, justement, est-ce que ce n'était pas aussi l'occasion de mettre l'accent sur cette dimension-là? J'ai fait le choix de rester sur Hannah Arendt qui me semblait devoir être vraiment activée aujourd'hui en urgence vis-à-vis de cette question de l'hospitalité des déplacés. Mais il y a une vraie question autour de dans quelle mesure nous sommes capables d'hospitalité vis-à-vis des autres formes du vivant qui ne sont pas qu'humains, autres qu'humains. C'est une vraie question. Moi, mes étudiants, par exemple, à l'école spéciale d'architecture, mais aussi, je vois dans les thèses, dans les travaux de recherche, cette question du rapport au non-humain ou à l'autre que l'humain est très présente dans une nouvelle génération. L'importance à accorder à toutes les formes de vie, et notamment le sauvage, et tout, un peu comment l'humanité s'est construite dans un rapport à toutes les formes de vie, et dans quelle mesure l'humain s'est positionné à partir du néolithique comme maître et possesseur de la nature. Et il y a un renversement aujourd'hui qui a lieu. Il y a une aliénation quelque part à rester dans un monde où on ne serait pas capable finalement d'entrer en relation avec les autres formes de vie et en prendre soin par la même occasion. Donc c'est encore une autre facette